Localité Le Blombos près de Kapstadt. Époque, il y a 77 000 ans. Nos ancêtres griffonnent des signes dans de la pierre et dans des morceaux d'ocre. Information datant de la préhistoire. On doit encore déchiffrer la signification. Il y a 27 000 ans. Des gens peignent des représentations d'animaux sur un mur. On vient de les découvrir dans un village du midi de la France, Vilhonneur. Il y a 15 000 ans, les grottes de Lascaux. Des scènes de chasse se présentent à nos yeux comme une ancienne bande dessinée. Nous entrevoyons légèrement la façon de vivre de nos lointains ancêtres. Il y a 15 000 ans, pour la première fois on note l'information sur du papyrus qui sera le précurseur du papier. Grâce à cette trouvaille révolutionnaire, nous connaissons maintenant les pièces de théâtre de Ménandre et l'évangile de Thomas. D'autre part, cela nous a permis de connaître les listes des courses à faire ainsi que les actes administratifs. Il y a 550 ans, pour la première fois, on produit de l'information en masse et on la diffuse. Les livres sont imprimés. Et puis, Saint-Loup de Varennes. Un paysage datant d'il y a 180 ans. Joseph Niepce prend la toute première photo de l'histoire. Lors d'une journée très ensoleillée, Niepce expose à la lumière un matériel très sensible. Pendant 8 heures, il laisse ouvert l'objectif de l'appareil. Le résultat, un paysage français vu à partir d'une fenêtre de maison près de Saint-Loup de Varennes. C'était un mercredi, le 2 mai 1816. Aujourd'hui, tout se passe différemment. Si nous comptons selon le calendrier numérique, nous sommes à peu près en l'an 40. D'autre part, nous disposons d'un héritage de production informative datant depuis des siècles. Les archives sont comblées, les dépôts des musées sont pleins, des milliers de kilomètres d'archives analogues approchent la date limite de conservation. Nous venons tout juste de franchir le seuil de l'ère numérique et nous disposons maintenant d'un instrument qui nous permet de conserver définitivement l'information qui nous a été livrée depuis des générations et de la mettre à l'abri pour l'avenir. Si nous voulons nous y mettre, autant bien le faire. Donc, on pourrait tout bien ranger pour tout retrouver facilement. Le nombre d'informations qui nous a été livré est difficile à déterminer en chiffres exacts. Pensez à tous ces journaux par exemple, qui sont parus quotidiennement et cela pendant 400 ans. C'est de l'histoire écrite dont on ne peut définir la quantité. Le but est de savoir comment on numérise cela en un temps raisonnable. Comment peut-on transformer tous ces faits de notre passé sur papier en une reproduction numérique sans impliquer trop de monde ? Aujourd'hui, nous parlons de téraoctets ou de 1000 gigaoctets. Pour être clair, un gigaoctet contient 50 rayons de roman. La bibliothèque d'Alexandrie, par exemple, fut autrefois la plus grande du monde. À Athènes, on copiait les livres originaux des écrivains de tragédie grecque. Le livre était à l'époque le porteur d'informations le plus important. Il était tellement important que les caravanes marchandes qui arrivaient en ville étaient obligées de céder les écritures inconnues afin que la bibliothèque puisse les copier. Celle-ci devait contenir un siècle avant Jésus-Christ 700 000 rouleaux, tellement elle était avide de savoir. Cela nous aurait fourni aujourd'hui un pétaoctet en information, une tour haute de 2 km de CD-ROM plein. Nous avons peu de temps, et la rapidité engendre finalement beaucoup de négligence.
comment peut-on concevoir un système qui conserve intégralement de l'information en le faisant rapidement et de façon sûre sans rien abîmer. En plus, il faut pouvoir avoir directement accès aux résultats. Le fait de travailler avec un matériel unique et certainement fragile implique que de toute façon, il faut prendre soin des originaux et qu'il faut pouvoir les approcher dans des conditions contrôlables, qu'il s'agisse de céramique, d'atlas historiques, de peinture ou de collection de timbres. Cela doit également se faire avant et après le processus de conservation. Tout le système de logistique doit être adapté à l'aspect spécial des objets. Ce qui se trouve normalement enregistré de façon immuable et intangible, et donc en de bonnes conditions dans des coffres et des archives, doit tout d'un coup bouger, être touché, emballé, déposé. Et tout cela dans un temps déterminé. Une seule technique ne suffit pas. Il faut que la situation de travail soit bien organisée, elle doit être à la hauteur et ingénieuse. Cela demande beaucoup d'attention car une contradiction remarquable se cache. Travailler rapidement avec de grandes quantités versus un soin intensif. L'original est de toute façon de valeur inestimable, même si on en fait de bonnes copies numériques. Le codex de Léonard doit être le document textuel le mieux conservé du monde. Il s'agit de 18 feuilles de parchemin écrites en miroir. C'est la seule écriture originale qui reste de Léonard de Vinci, l'homme que l'on appelle un génie. Bill Gates a acheté les 18 feuilles à plus de 30 millions de dollars. La perte ou l'endommagement du codex serait, malgré les très bonnes copies qui en existent, désastreux. C'est la même chose pour beaucoup d'originaux. On ne peut pas les remplacer, même par une copie conforme et parfaite. La valeur affective est trop importante. On pourrait créer soi-même des bases ou des banques de données. On pourrait créer en langage analogue des armoires électroniques pourvues de techniques à conservation digitale. Ce système est par ailleurs très puissant. L'important est de savoir comment on conserve un sujet. Si on sait comment le ranger, on peut alors adapter son logiciel. Les sujets seront stockés de telle façon que l'utilisateur pourra les consulter selon une méthode qui a été spécialement créée. Ainsi, l'habitant d'un village, d'un quartier ou d'une rue peut consulter à partir de son ordinateur une base de données contenant les images provinciales et il découvrira d'anciennes photos de son entourage. S'il veut reconnaître ses ancêtres, il peut zoomer sur la photo. Et si, par exemple, vous avez trouvé le texte ou l'image que vous cherchiez, il s'agit alors d'une copie. Considérez-la comme une copie conforme. Il existe une image de Johannes Zonderdam qui date de 1602. Il s'agit d'une gravure. À gauche, en arrière-fond, on voit la mer et à droite, les dunes et une foule de gens. Au premier plan, on voit le comte Ernst Casimir venu contempler l'événement. Si vous regardez une bonne copie sur votre écran, vous découvrirez exactement la même chose. Même les irrégularités du papier de la version originale. La copie est identique à celle qui se trouve dans le dépôt.
Les originaux ne sont pas seulement précieux parce qu'ils sont uniques. Certains sont vraiment fragiles. Il est impossible de les transporter au studio. Mieux vaut alors que le studio se déplace. À l'Erdam, par exemple, où l'on produit des ustensiles en verre depuis 1765. À l'origine des bouteilles, par la suite des pots et de la vaisselle. Entre-temps, Royal Lerdam est mondialement connu pour la création et la production de verres prêts à l'utilisation. Depuis le début du siècle précédent, on s'est beaucoup intéressé à une vaisselle harmonieuse et assortie. Les collections se sont dès lors multipliées. On a fait appel à de nombreux créateurs et artistes. Entre autres, le légendaire Andrias Kopier, qui créa de sublimes services et verreries pour l'Erdam. Le musée Westfries à Hoorn est situé dans un magnifique édifice qui date de 1632. C'est le 10 janvier 1880 que le musée a ouvert ses portes dans ce bâtiment. Ce musée contient une importante collection d'objets décoratifs et d'ustensiles en argent, de la porcelaine et des tableaux. Il dispose d'un nombre impressionnant de peintures présentant des tireurs. Il s'agit d'un style typiquement hollandais, rendu célèbre grâce à la fameuse Nardwart. À Hoorn, il y a de magnifiques exemples. Il s'agit de photos qui représentent des associations en bonne ambiance groupale. Au Moyen Âge, les corporations de tireurs étaient censées aider la ville en temps de révolte. Au XVIIe siècle, ces seigneurs étaient soigneusement habillés et bien fortunés. Ils passaient leur temps à se rassembler et à faire toutes sortes de choses chouettes et utiles. Il s'agissait en fait d'un Lions Club de l'âge d'or. On peut admirer toutes ces choses dans le musée, mais également chez soi, à la maison. La collection sera sur photo digitale et sera classée dans les archives. Les copies pourraient alors être encadrées et être exposées en dimension réelle dans la salle. Personne ne verrait la différence. Même pas les mal intentionnés qui voudraient les voler. Un peu grande, tout de même, à être emportée sous la main. La conservation de matériel historique, d'informations d'objets d'art, de collections, la recherche et l'emploi de nouveaux contextes n'est pas un mouvement statique. Grâce à l'application de la technique numérique, grâce à l'élaboration de bases de données et de logiciels de recherche, un nouveau monde fascinant et tout à fait réussi naît. On pourrait même parler d'archéologie numérique. On ne fouille plus dans le sol, on surfe. On ne feuillette plus, on brosse. Par contre, le fait d'aller à la recherche reste sensationnel. Nous remercions nos ancêtres de l'impressionnant héritage qu'ils nous ont laissé. Du Blombos aux grottes de Lascaux, et bien avant encore. Toute l'histoire s'ouvrira à nouveau à nous comme une longue route. Elle sera à la portée de tout le monde et ne sera pas seulement destinée aux scientifiques et passionnés.